bienvenue à tous dans cette séance intitulée Perspectives pratiques sur la démocratisation du travail. Je m'appelle Elliot Kobo et c'est moi qui vais présider cette séance qui regroupe en principe, on espère, 3 présentations si le dernier orateur parvient à se connecter. Emmanuel Orban, Olivier Gégou et Yvonne Ricoeur. Voilà, cette séance va durer approximativement donc 1h30 jusqu'à 15h30 et va être organisée comme suit. Les 3 présentations qui vont durer chacune une vingtaine de minutes et ensuite une session de questions-réponses où vous allez pouvoir poser vos questions. Alors, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure des présentations, mais on vous demande de les poster dans la partie Q&A. Donc, vous avez différents onglets. Donc, vous avez l'onglet Session. Au sein de cet onglet Session, vous avez différents sous-onglets, Chat, Utilisateur, Q&A et Twitter. Et donc, vous pouvez réagir dans la partie Chat, mais vous posez vos questions dans la partie Q&A, qu'on puisse les regrouper et les poser à la fin des présentations aux orateurs. Voilà, sans perdre plus de temps, je vais présenter le premier orateur, donc Emmanuel Orban, avant de lui céder la parole. Donc, Emmanuel Orban est ingénieur physicien de l'UCL. Il a développé sa carrière sur plusieurs continents dans de nombreux département de l'entreprise, dirigeant chez Mitra Power System, une entreprise d'électronique industrielle basée en Belgique. Il met en place une organisation nouvelle avec des résultats exceptionnels, fort de cette expérience qu'il retrouve dans d'autres entreprises aujourd'hui médiatisées. Il propose le modèle innovant de l'entreprise ovale qu'il décrit dans un livre. Il développe ensuite un schéma relationnel universel des organisations, qui permet de dessiner et de comprendre les dynamiques et dont il va nous proposer une introduction avec sa présentation intitulée « Schéma d'équilibre des organisations et clés pour leur succès ». Donc voilà, je vous laisse la parole et vous avez 20 minutes. Bien, merci pour cette introduction, Elliot. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va faire je vais vous faire présenter quelques petits dessins. Il me semble que quand on parle d'aspects pratiques de démocratisation, on ne peut pas éviter de d'abord aussi parler des organisations auxquelles elles s'adressent. Et donc la question que je me pose, ou que je me suis posée et que je vais introduire maintenant, c'est mais qu'est-ce qu'une organisation ? Et peut-être je vous pose la question à vous d'une manière un peu différente et je vous invite à répondre par oui ou par non dans le Q&A. C'est sommes-nous membres d'une même organisation dans l'instant? Voilà. Donc, je répète la question. Est-ce que nous sommes membres de la même organisation? Et je vous invite à répondre par oui ou non dans le Q&A. Et avec ça, je vous propose de démarrer la présentation. J'espère retrouver sans trop de soucis ma fenêtre. La voilà. Donc, j'espère que vous voyez tous la présentation. Donc, quand on parle en effet, on voit bien. Merci. C'est gentil de me faire le retour. Quand on parle d'organisation humaine, on va partir de l'individu. Et nous tous, nous sommes faits d'une part d'être et d'une part de faire. Ce que nous faisons nous construit et la façon dont nous sommes nous invite à faire certaines choses. Et lorsque nous nous rencontrons entre humains, ce que nous faisons essentiellement, c'est ajuster notre part d'être et de faire. Alors, l'ajustement n'est pas forcément intime et positif. L'ajustement, ça peut être aussi la détestation ou même le désir d'éliminer l'autre. Donc, à chaque paire d'humains va se créer un ajustement d'être et faire. Et si on prend plus qu'un humain ou 2 humains, à chaque paire d'humains, on va de nouveau avoir cet ajustement. Alors, ça serait un peu compliqué pour un individu par rapport à un collectif. Et heureusement, dès que des humains se retrouvent ensemble, se crée instantanément une part d'être et de faire collectif que nous expérimentons tous, ne serait-ce que dans ce panel, sur la manière dont nous intervenons, si nos micros sont allumés, éteints, nos caméras, et ainsi de suite. Alors, de la même manière que 2 individus ajustent leur part d'être et de faire, en fait, il va y avoir un ajustement
entre l'individu et le collectif. Alors, si le collectif est peu nombreux, on peut imaginer que le collectif va s'adapter à chaque individu pour en tenir compte, mais dans la plupart des cas, évidemment, c'est l'individu qui s'adapte avec sa part d'être et de faire au collectif. Les seuls individus qui ont un réel pouvoir, ou un pouvoir potentiel, je vais plutôt le dire comme ça, de modifier la part d'être et le collectif, ce sont les leaders. Je ne m'étendrai pas sur ce cas pour l'instant. Vous avez vu que vous entendez que jusqu'à présent, je parle de collectif, mais pas encore d'organisation. Il y a évidemment une différence. Si je prends par exemple les Gilets jaunes, vous conviendrez avec moi que, en tout cas sur le plan national, que ce soit en France ou en Belgique, ce n'est pas une organisation. Peut-être y a-t-il eu des organisations sur les ronds-points, mais à grande échelle, ça n'était pas une organisation, même s'il y avait un mouvement collectif. Et donc, il nous faut des critères complémentaires pour définir l'organisation. Et donc, le deuxième critère que je vous propose, et qui nous vient de la théorie des organisations de Berne, c'est l'existence d'une frontière. La frontière, c'est ce paramètre, ce critère qui permet de définir avec précision ceux qui sont dedans de ceux qui sont dehors. Alors, ça peut être un paramètre physique. Je prends par exemple une piscine municipale. Il y a ceux qui sont dans l'eau et ceux qui n'y sont pas. Ça peut être une frontière nationale. Ça peut être les liens du sang, un nom de famille, enfin, ou plutôt une famille. Ça peut être un contrat de travail. Donc, ça peut être des choses diverses du moment que le critère est précis. On prend par exemple qu'une association ou une organisation culturelle ou spirituelle a plus de mal à définir sa frontière d'une manière générale, et c'est pour ça qu'elle a soit des cotisations de membres, soit des rites de passage qui permettent de déterminer ceux qui les ont passés de ceux qui ne les ont pas passés. Alors, dans ce contexte, notre groupe, ici, notre panel, a une frontière très précise. Ce sont ceux qui sont connectés. Il y a ceux qui sont connectés et ceux qui ne le sont pas. Donc, nous avons déjà deux des critères d'une organisation, être plus que deux et avoir une frontière. Le troisième critère, c'est l'existence d'un but et de bénéficiaires plus ou moins partagés. Alors, on comprend tout de suite là que si tous les individus ont la même perception, la même compréhension du but, l'organisation sera plus forte que si chacun en a une perception un peu différente. Donc, si je reprends la piscine municipale, chacun y joue comme il le veut, jusqu'au moment où le maître nageur décide qu'il faut que ceux qui souhaitent nager puissent le faire, et il crée des couloirs pour nager. Donc, on a à ce moment-là un but pour tous les gens qui sont dans l'eau, et on est obligé d'organiser la façon dont on nage. Ici, dans notre panel, nous nous sommes connectés pour échanger sur les aspects pratiques de la démocratisation, et même si vous avons probablement des compréhensions diverses et des approches diverses, c'est sur ce sujet-là que nous nous retrouvons. Et d'ailleurs, il y a eu organisation, puisque, hormis les présentateurs, eh bien, on a la chance d'avoir un président de séance et un modérateur et tout un système technique derrière. Alors, ça, ce sont trois critères qui sont suffisants pour définir ce qu'est une organisation. Et ça devient extrêmement intéressant de comprendre alors que les organisations humaines, et notamment celles du travail, sont très souvent des systèmes organisationnels qui induisent en eux-mêmes des inefficiences ou des incohérences. Alors, je vais vous en donner, vous en partager deux. Le premier, qui est assez traditionnel, c'est celui de l'entreprise et de son conseil d'administration. Alors, la première chose, c'est que ce sont des frontières différentes. Je n'ai jamais réussi à trouver quelqu'un, et moi-même je n'ai jamais réussi à le faire, à trouver un critère qui permette de définir de manière univoque tous les membres qui sont dans les deux organisations à la fois. Et ces deux organisations séparées avec des critères séparés. Alors on a inventé, on a repris le mot de partie prenante, mais c'est un critère relativement flou puisque ça peut aller jusqu'aux citoyens qui habitent dans les environs de l'entreprise et qui est partie prenante. Voilà. Donc le critère, c'est vraiment deux critères séparés. Et ce sont aussi des buts bien différents. Dans l'entreprise,
le but, c'est de livrer des produits ou des services à des bénéficiaires. Et quand je dis entreprise, c'est vrai aussi pour des associations sans but lucratif, donc toute entreprise humaine. Elle est là au service de ses bénéficiaires. Tandis que le conseil d'administration, son but, c'est de gérer l'entreprise et pour une entreprise commerciale, afin de rémunérer au mieux les actionnaires. Donc, si on considère deux organisations indépendantes, imaginez que vous appartenez à une organisation et qu'une organisation qui a une autre frontière, un autre but, vienne vous expliquer comment vous allez fonctionner et interfère dans vos processus, y compris éventuellement de manière violente, quitte à la détruire. Vous n'allez pas le laisser faire. C'est assez évident. Et donc, c'est intéressant de voir que malgré tout, toutes les entreprises ou une grande partie des entreprises sont construites sur ce modèle-là. Alors, je ne vais pas m'étendre longuement. Quelle pourrait être une solution à ce genre de choses? C'est d'éliminer le lien de subordination de l'entreprise au conseil d'administration et de le remplacer par un lien contractuel. Je voudrais juste m'assurer que vous me voyez et vous m'entendez toujours parce que mon écran a bougé derrière. Oui, on vous entend, on vous voit et on voit toujours bien vos PowerPoint. Parfait, alors je continue. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le rapport conseil d'administration entreprise ou actionnaire entreprise pour vous parler plutôt du sujet qui fait mon quotidien, qui sont les entreprises elles-mêmes. Alors quand je regarde beaucoup d'entreprises, elles sont construites comme ça ou d'organisations, avec plusieurs sous-organisations à l'intérieur. Généralement, donc, elles ont une construction fonctionnelle basée sur les principes du taylorisme, où on s'organise par métier et on se passe à travers des processus la balle d'un camp à l'autre. J'emploie le terme de manière appropriée et j'entends régulièrement des general managers m'expliquer qu'ils ont des problèmes de silo. C'est assez évident qu'à partir du moment où on crée des frontières internes et qu'en plus on donne à chacun des objectifs différents, avec l'idée que si chacun fait bien son objectif, collectivement, on sera bon, c'est pas tout à fait faux, mais ça ne tient pas compte du relationnel qu'il y a dans les entreprises, ou qu'on pourrait améliorer. Alors, on a inventé, évidemment, on a quand même évolué par rapport à ce genre de choses. Il y a eu les groupes transversaux, il y a maintenant les entreprises agiles, qui vont déjà dans un sens beaucoup plus relationnel, mais sur lesquels il faut porter son attention. Et de fait, ce que généralement, et d'une manière globale, je propose aux organisations, c'est de passer à un modèle comme celui-là, un modèle concentrique, où on a le même but, puisqu'on a la même frontière, qui est le contrat de travail, on a le même but, on a des intérêts convergents, et en fait, il faut construire une nouvelle organisation qui va être basée sur la hiérarchie des tâches et non plus sur la hiérarchie des décisions. Alors pourquoi? Eh bien parce que cette organisation simple et qui est très proche de celle du règne animal, donc le clan des loups, c'est une frontière, ce sont des loups qui se réunissent entre eux pour finalement subvenir à leurs besoins de sécurité et d'alimentation. Et il y a d'autres cas évidemment chez les animaux. Eh bien cette organisation-là, elle peut devenir extrêmement durable et efficace à quelques conditions. Alors je reviens à mon schéma que je vous ai présenté au début, et vous voyez qu'on l'a construit finalement autour de deux axes, l'axe individu collectif et l'axe être et faire. Alors en bon ingénieur, j'ai dessiné ces axes et j'ai 4 cadrans. L'individu, ce qu'il est, c'est moi, c'est chacun avec sa personne. Ce qu'il fait, c'est sa fonction dans l'organisation. Et on voit que sa fonction, ce n'est qu'une partie de l'individu, bien évidemment. Et le lien entre les deux, cette jonction au collectif, c'est le contrat de l'individu avec le collectif, dont on comprend qu'il est bien supérieur au simple contrat de travail et même supérieur à ce que l'individu peut faire dans une organisation. Il y a une part d'être et d'engagement là qui est plus ou moins variable suivant les individus. Le collectif, lui, ce qu'il fait, c'est son activité, et ce qu'il est, c'est son identité et sa culture.
Alors, je m'intéresse donc depuis plusieurs années aux organisations fortes et durables, ou dans le temps, les organisations qui ont du succès et à comprendre pourquoi ça fonctionne. Et ce qu'on peut observer dans ces organisations, et ça semble presque une évidence, c'est qu'en fait, ils ont un équilibre entre la part d'être et la part de faire, et un équilibre entre la part individuelle et la part collective. Alors, je les ai représentés ici en couleur bleue pour l'axe être et faire, en couleur verte pour l'équilibre entre individu et collectif. Quand on dessine un équilibre, on dessine des parts égales. Évidemment, on ne peut pas mesurer être et faire, donc on va le dessiner de parts égales. Ben, si vous dessinez de parts égales sur l'axe vertical et de parts égales sur le collectif, vous arrivez immanquablement à un parallélépipède rectangle. Et ça, c'est le schéma d'équilibre de toute organisation durable. Alors, ce parallépipède rectangle, et c'est ça qui est intéressant avec ce petit schéma. Malheureusement, je n'ai pas le temps, dans le cadre de ce panel, de vous en faire la démonstration. C'est qu'évidemment, il est tout le temps chahuté, si je puis dire, par les éléments de la vie quotidienne, mais qu'on peut étudier la dynamique des organisations sur la manière, ou représenter la dynamique des organisations avec la manière dont le cadre est déformé. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que si vous allez bouger un coin du parallépipède, vous bougez tout le parallépipède. Vous ne pouvez pas faire autrement si vous voulez être durable. Je prends un exemple. Si vous passez du présentiel au télétravail ou du présentiel à une activité mixte, vous changez la nature de vos activités. Bien évidemment, si la fonction reste la même, les compétences individuelles pour travailler sont adaptées. La relation entre les individus, inutile de dire qu'elle est, elle est modifiée, ainsi que la culture d'entreprise. Donc, vous déplacez tout le parallépipède. Alors, c'est intéressant parce que quand on vient bouger quelque chose, y compris quand on vient rentrer des nouvelles personnes, des nouveaux individus qu'on représente tous ici, eh bien, on comprend qu'il faut un moment pour retrouver les équilibres. Alors jusque-là, ça permet de faire de l'observation, ça permet de comprendre les 4 aspects de la durabilité, mais ça ne dit pas encore des conditions pour être durable. Alors, je vais vous donner 2 conditions que j'ai pu observer à travers l'analyse d'entreprises qui ont bien fonctionné, y compris celles où moi j'ai pu travailler. La première, c'est qu'il faut une mission. Alors tout le monde en parle de la mission, en tout cas beaucoup de gens en parlent, hein, c'est le sens du travail. Vous voyez que la mission, elle est à cheval sur l'activité et l'être. Alors, beaucoup de missions que j'observe ou qui ont été attribuées, c'était centré sur l'activité. Comment faire et comment faire différemment, comment nous allons nous différencier. L'importance de la mission, la part d'être dans la mission est essentielle. Donc, quand on a une entreprise, une ASBL, c'est qu'est-ce que nous essayons d'être à travers ce que nous faisons. Quel est le futur vers lequel nous aspirons. Mais ce qu'il y a surtout pour obtenir l'engagement, et ça c'est vraiment important, pour obtenir l'engagement de l'individu, on doit passer par le but pour arriver à la mission. En d'autres termes, les individus doivent, dans leur travail quotidien, dans leur activité, participer à un but qui est en lien avec la mission. Donc, si vous avez une mission qui est centrée sur vos bénéficiaires et que vous avez un but qui est de faire de l'argent, il n'y a pas d'alignement entre les 3. Et dès lors, on ne peut pas s'engager, on perd de l'intérêt. Je vous donne un exemple de profession où c'est très bien aligné. Les pompiers, les services de police en intervention, les salles chirurgicales en soins intensifs, leur mission est de sauver des vies humaines. Et ce que font les individus, le but de leur travail, c'est ça. Donc, ils sont en lien fort avec la mission et c'est ça qui fait leur engagement. Donc, ce lien engagement, but, mission
est porteur d'organisation durable. Il y a un deuxième aspect extrêmement important, c'est l'organisation elle-même. Alors, je n'ai pas trouvé de meilleur mot, bien que tout le schéma parle d'organisation. C'est un peu cette manière d'être à travers la structure. D'ailleurs, quand on dit ils sont bien organisés, généralement, on ne connaît absolument rien de l'organisation, mais c'est la perception qu'on en a à travers les rapports que les membres ont entre eux et ont avec le bénéficiaire. Et pour pouvoir faire fonctionner cette organisation, chaque individu doit avoir un rôle. Et là encore, le rôle, c'est bien plus que la fonction. Le rôle, c'est la part d'être dans mon organisation, donc c'est mon importance. Comment je peux vous expliquer ce que c'est un rôle? Si je vous parle de cette pièce de théâtre, où il y a un couple, monsieur et madame, et chacun a sa mère, encore vivante, et ils vivent tous les quatre dans le même immeuble. Et tout d'un coup, arrive à la deuxième scène, l'ex-mari de la mère de monsieur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette pièce de théâtre, j'imagine que non, parce que je viens de l'inventer. Mais quand je vous décris les rôles, vous vous faites déjà une idée de l'importance des personnages dans la scène. Je ne vous ai pas dit où ils sont et encore moins ce qu'ils font. Mais l'importance est déjà là. Et j'ai pu retrouver cette notion de rôle, notamment dans la théorie du donut, le livre de Kate Raworth, qui explique les rôles économiques et qui sont ni des fonctions, ni juste des personnes. Voilà. Donc, ces deux critères-là, outre le fait que le but doit pouvoir être atteint, donc si vous avez une entreprise qui vend des produits et services, il faut qu'il y ait effectivement des clients pour ces produits et ces services, c'est une évidence, sont des conditions pour pouvoir faire fonctionner des organisations durablement, et je vais m'arrêter ici. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, notamment sur la dynamique du schéma d'organisation, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me téléphoner pour en parler. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci d'ailleurs pour le respect du timing. C'était très précis. N'hésitez pas, je le rappelle, à poser vos questions, donc bien dans la partie Q&A, sur cette présentation et sur les suivantes. Et nous allons passer à la présentation d'Olivier Jégou. Olivier qui termine sa thèse de doctorat en sociologie du travail et des organisations à l'Université catholique de Louvain en Belgique et qui réalise sa thèse sous la direction d'Isabelle Ferreras et de Laurent Tasquin et dont la présentation s'intitule « Contribution du management participatif à la démocratisation du travail, étude de cas d'entreprise libérée ». Voilà, Olivier, la parole est à toi. Ouais, merci. Donc, je vais lancer mon PowerPoint. Voilà. Non, c'est normal, tout va bien. Voilà. Alors, merci pour la présentation. Le plan de l'exposé que je vais aborder avec vous, c'est donc un premier point sur le néo-management, l'imaginaire participatif et l'entreprise libérée, qui vont des points de clarification conceptuelle. Un deuxième point que je vais aborder, davantage de cadrage pour la présentation, puis pour le point que je vais essayer de discuter, qui est une discussion sur le management participatif et sur le potentiel et son potentiel démocratique. Un troisième point où je vais aborder le cadre d'une entreprise que j'ai pu explorer dans le cadre de ma thèse, qui est l'entreprise Co-Sucra, et le cadre de sa nouvelle organisation en particulier, et de certains des dispositifs qu'elle met en place. Et finalement, une réflexion, une discussion sur le potentiel démocratique de certains des dispositifs et des discussions aussi sur les limites de l'expérimentation pour essayer de contribuer à la discussion plus largement. Donc, l'entreprise libérée et l'imaginaire participatif, donc je place l'entreprise libérée comme une figure contemporaine d'une littérature néo-managériale qui est décrite assez clairement par Boltanski et Capello et qui développe ce que j'appelle un imaginaire en quelque sorte participatif dans la francophonie européenne et donc qui insiste, et donc qui amène à la fois des travailleurs, des managers, des dirigeants d'entreprise à vouloir faire de la libération d'entreprise, mais à faire un peu différentes choses, à expérimenter. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en fait dans ce discours néo-managérial,
d'abord et avant tout un discours. Il y a une proposition de rejeter la démocratie et la promotion de l'autonomie au travail. Le besoin dans le fond, une promotion de l'idée de s'adapter constamment à l'environnement changeant, et donc en gros une promotion des thèses des théories de la contingence, la promotion d'une organisation du travail décentralisée avec des dispositifs participatifs, donc en gros mettre en place de la participation dans l'entreprise. Finalement, un autre point assez central dans le cadre de leur discussion, puisque c'est du management dont on parle, et pas simplement de la participation, de la démocratie d'entreprise, c'est l'idée d'avoir un leadership inspiré par des dirigeants qui disposent d'une vision en fait pour l'entreprise, qui sont les détenteurs et voilà, d'une vision pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils font en pratique? Donc, ils appliquent du management participatif, donc c'est pas plus compliqué que ça. Toutefois, ça ne doit pas être compris comme une forme d'application dogmatique, donc du modèle, ou de pratique d'un modèle particulier, par exemple entreprise ovale, comme Emmanuel vient de nous présenter. Mais par exemple, c'est des expérimentations qui vont être inspirées par un imaginaire participatif, c'est-à-dire on est d'accord avec les thèses, on réfléchit là-dedans et on essaie de mettre différentes choses en place sur le terrain. Donc, il y a quand même un certain type de pratiques qui sont mis en place et ça s'inspire, disons, des points que j'ai présentés ici. Donc, le management participatif n'est pas sans critique. Il y a plusieurs travaux qui ont été faits sur la question pour amener notamment en sociologie du travail, mais aussi en sociologie des organisations sur la question. L'idée qu'en fait, le management participatif change le contrôle de forme, mais maintient le contrôle managérial, que les valeurs managériales finissent par s'imposer à l'intérieur des dispositifs, que, par exemple, on s'intéresse peu, au fond, à la professionnalité, à l'aspect professionnel ou à l'indépendance professionnelle des personnes, mais davantage à bien les traiter ou à la traiter de manière plus humaine au sein de l'entreprise. Et surtout, un point assez important, c'est qu'il n'y a pas de remise en cause de la subordination inhérente à la relation salariale. Ici, je vais essayer de défendre un point qui est celui qui est défendu par Roberto Frega dans un article récent, qui est l'idée que même si la participation n'est pas à la hauteur de ses promesses, elle révèle, si on l'étudie, si on étudie ces dispositifs, elle révèle des principes qui permettent sa propre critique, qui permettent une critique, on peut dire, immanente, c'est-à-dire qui ne vient pas de l'extérieur forcément, mais qui permet d'être critiquée de l'intérieur. Et ça répond aussi à un autre besoin que certains collègues discute, l'idée de créer un espace intellectuel entre un optimisme BA pour toutes les nouvelles formes d'organisation du travail et en même temps une grande démonisation à propos du management participatif. Et donc, d'essayer de s'intéresser spécifiquement, et ça va être un peu le projet ici de la présentation, c'est d'essayer de se poser la question, mais quel est le potentiel démocratique des dispositifs de management participatif mis en place dans le cadre d'une expérimentation inspirée par l'imaginaire participatif, disons, qui est promu à l'intérieur de la littérature néo-managériale, dont l'entreprise libérée, qui aujourd'hui est une figure qui a du sens pour les acteurs du terrain. Donc, clarification conceptuelle, management participatif, on ne réinvente pas la roue ici. C'est des vieilles théories qui datent déjà des années 40-60. C'est l'idée d'une remise en question de la division taylorienne du travail entre conception et exécution qui amène à mettre en place une série de dispositifs, notamment de participation, où on vise à accroître la participation des travailleurs et les travailleuses dans le cadre de travaux, par exemple, de conception notamment du travail et dans les décisions qui sont prises sur le travail. Et donc ici, je nomme quelques-unes juste pour que vous voyez, mais je vais y revenir plus spécifiquement après. On peut parler de catégories de dispositifs, de communication de masse, de résolution de problèmes, d'enrichissement des tâches ou de travail en équipe et d'autogestion. Donc, pour parler de ce potentiel démocratique, du potentiel démocratique du management participatif, ce qu'on se rend compte, c'est que dans la théorie politique, il y a un intérêt qui est très marginal par rapport au potentiel du management participatif, notamment parce qu'il n'interroge pas fondamentalement la question des droits de participation des travailleurs et des travailleuses aux décisions d'entreprise. Et selon Frega, cette compréhension, en quelque sorte, ou cette limite ou cet intérêt marginal provient d'abord avant tout d'une compréhension limitée de la démocratie, c'est-à-dire qui est compris simplement dans ses formes institutionnelles comme étant le partage du pouvoir ou les mécanismes de prise de décision. Or, il y a moyen d'adopter une conception beaucoup plus large en fait de la démocratie qui correspond davantage à ce que
à ce qui peut être fait. Et c'est en fait de concevoir la démocratie davantage comme une norme sociale. Donc, qu'est-ce qui arrive si on prend la démocratie comme une norme sociale? Ça veut dire qu'on s'intéresse plus spécifiquement à la façon dont la démocratie prend corps dans la société, peut prendre corps dans la société. C'est pas simplement quand on réfléchit ensemble ici, j'ai vu beaucoup de panels déjà réfléchir sur les questions de démocratie. On ne s'arrête pas simplement au droit de vote. On parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Qu'est-ce que c'est une société démocratique? Donc, selon Frege, si on prend une conception pragmatiste, inspirée des pragmatistes américains, on arrive avec trois éléments ou trois questions qu'on pourrait poser, avec lesquelles on pourrait interroger la contribution du management participatif, qui est celle de comment est-ce que ce management participatif contribue à l'égalité de considération et de traitement des travailleurs, donc en quoi est-ce que ça travaille sur la parité relationnelle, en quoi est-ce que ça rend l'autorité davantage inclusive, donc comment les actionnaires, les dirigeants, le management restreint son pouvoir ou inclut les travailleurs et les travailleuses dans la définition du travail, et finalement, dans quelle mesure est-ce que ça travaille aussi sur l'inclusion sociale, c'est-à-dire dans quelle mesure les personnes de l'entreprise sont-elles incluses dans les différents espaces au sein de l'entreprise. Donc, ça va m'amener à essayer de remplir ceci, qui est un tableau vide pour l'instant, mais que je vais remplir à l'aide d'un cas de terrain qui va m'aider à comprendre ou à mieux voir en quelque sorte, ou à mieux mettre en lumière le potentiel compris dans ces dispositifs et qui peut nous aider à en réaliser éventuellement la critique ou à en voir la critique émerger. Donc, j'ai réalisé une étude de cas ethnographique sur un terrain dans l'entreprise Cosucra où j'ai travaillé en tant que stagiaire au magasin de l'usine, donc comme magasinier. J'ai pu donc réaliser différentes observations au quotidien, donc le travail au quotidien. J'ai pu observer différentes réunions, réaliser des analyses documentaires et des entretiens semi-structurés. Et donc, en fait, ce que je vous présente, c'est un peu le résultat de ce travail un peu multiméthode pour essayer de comprendre concrètement qu'est-ce qui se joue chez Cosucra ou comment ça se joue. Donc, voilà. Donc, pour bien comprendre, Cosucra est une entreprise agro-industrielle familiale qui est là depuis 1850 et qui, en fait, se transmet de génération en génération et donc qui est dans la 5e génération d'actionnaires et d'actionnaires dirigeants de l'entreprise. Donc, c'est spécialisé dans l'extraction de suppléments alimentaires à base de végétaux. Donc, on parle de fibres et de protéines à partir de chicorée et de petits pois. C'est une entreprise dans laquelle il y a 280 travailleurs-travailleuses qui occupent différents métiers dans la production, la logistique, la maintenance pour les ouvriers, du côté employé, dans la recherche, le développement, l'administration, vente, marketing. Donc, voilà, une entreprise bien complète comme on peut se l'imaginer. Voilà, avec des cultures syndicales particulières. Je ne vais pas nécessairement revenir sur ça, mais c'est un point pour ceux qui s'intéressent déjà. Donc, la nouvelle organisation, quel était le mot d'ordre? C'était il n'y aura plus de chef. Malgré que l'administrateur délégué, donc qui est le CEO de l'entreprise, considère que ce n'est pas vraiment ce qui était à la base du projet ou du lancement de son projet de nouvelle organisation. C'est malheureusement ce que la plupart, parce que pour lui, ce que la plupart des travailleurs et des travailleuses ont compris. Donc, quand on parle sur le terrain, la plupart des gens comprennent que la nouvelle organisation, c'est l'idée qu'il n'y aura plus de chef. Et donc, il y a une série de dispositifs qui ont été mis en place. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails sur chacun des dispositifs, mais vous pouvez voir qu'en fait, il y a donc différentes catégories de dispositifs et qui ont été mis en place. Et donc, la nouvelle organisation de Cosucra, même si elle s'inspire des textes sur la libération d'entreprise, c'est ce que j'expliquais au départ, elle expérimente différents types de pratiques. Donc, elle essaie différentes choses. C'est très difficile de voir dans cet esprit-là managérial spécifique des pratiques plus particulières. Ça, c'est peut-être un travail pour la suite, de pouvoir vraiment préciser de quelles pratiques on part d'entreprise à l'autre pour voir en fait qu'est-ce qui est fait. Et en sortant, par exemple, de l'idée ou du concept d'entreprise libérée, mais ça sera pour une autre discussion. Maintenant, je vais juste traiter avec vous trois des dispositifs qui sont présentés ici. Donc, un premier, c'est l'idée de l'accès libre aux réunions du comité de direction. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné l'administrateur délégué, donc, qui est le directeur du CODIR, donc le directeur général de l'entreprise, propose d'ouvrir en fait le comité de direction à qui veut. Et donc, il y a toujours une personne qui est admise en quelque sorte au niveau du... donc, une personne peut demander de participer au comité de direction. Donc, d'un point de vue de la parité relationnelle, qu'est-ce qu'on peut voir comme promesse
en fait, dans ce dispositif, c'est l'idée qu'en gros, d'un point de vue de la parité relationnelle, les travailleurs et travailleuses auraient d'égales compétences, connaissances et intérêts pour le gouvernement de l'entreprise. Hein, donc, on les prend sur un point de vue d'égalité, en quelque sorte, à ce niveau. D'un point de vue de l'autorité inclusive, il y a l'idée de la transparence qui est au cœur du dispositif, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, on accepte l'idée que la façon dont on mène où on prend des décisions à l'intérieur de ces instances-là se font en transparence et peuvent être connues, comprises, et les raisons qu'on va donner peuvent être publiques. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant en termes d'inclusion. Et d'un point de vue de l'inclusion sociale, c'est l'idée qu'au fond, en quelque sorte, on a des espaces qui sont, par exemple, qui seraient théoriquement les plus exclusifs, en fait, de l'entreprise, hein, quand on pense au comité de direction, pour les travailleurs, du moins, à l'intérieur de la pyramide. Et là, on a une forme d'ouverture des espaces, pour les espaces plus exclusifs. Dans l'expérience, par contre, ce qui est intéressant, puis là, ça, c'est la promesse. Maintenant, si on regarde un peu dans la pratique, qu'est-ce que l'administrateur délégué nous dit? C'est on a ouvert les comités de direction à tous, mais personne ne vient. Voilà. Dans la période où moi j'ai été probablement la seule personne à assister au comité de direction. Mais donc, pourquoi? Quand on pose la question aux délégués syndicaux, puis on essaie de réfléchir un peu pour trouver des raisons, en fait, qu'est-ce qu'on se fait dire? Quelqu'un qui est dans les ateliers tous les jours, hein, par exemple, par les ouvriers ici, il y en a qui ne sont jamais allés, ne serait-ce que dans les bureaux du responsable de la paye pour réclamer quelque chose. Ah, puis le responsable de la paye est même un délégué syndical, c'est pour vous donner une idée. Donc, t'imagines déjà aller au comité de direction pour assister à une réunion. Donc ici, on a un point qui est une limite assez intéressante, puis je pense qu'il faut aussi, sur lequel il faut réfléchir, c'est l'idée qu'en fait, dans ce type de dispositif où on expérimente avec la liberté, on a souvent des formes de liberté qui restent ou qui demeurent formelles, en quelque sorte, pour utiliser le vocabulaire d'Amartya Sen, qui est l'idée qu'au fond, avoir une opportunité n'est pas suffisante pour se convertir en pouvoir d'agir. Donc ici, par exemple, la proposition que nous donne le délégué syndical, c'est que les travailleurs ne se voient pas comme des membres égaux de l'entreprise. Et donc, il y a à réfléchir pour éventuellement trouver ou comprendre qu'est-ce qui pourrait être toutes les raisons possibles. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une distinction importante à faire entre liberté formelle, ce qui est ouvert et possible, et ce qui peut être réellement mis en place et les conditions qui peuvent être mises en place. Donc, c'est un point juste pour faire une petite morale par rapport à ça. Un deuxième élément qui est assez intéressant, un deuxième dispositif, donc c'est dans celui de déléguer le plus possible, ou de donner de l'autonomie, de l'autorité aux travailleurs sur certaines choses. La règle, un exemple, par exemple, qui a été mis en place, c'est l'idée de pouvoir, pour les travailleurs, commander eux-mêmes leur matériel. Ah, donc maintenant, comme nous dit le délégué syndical ici, c'est eux, entre eux, qui se disent, ben voilà, on a besoin de ça pour bosser. Donc, dans l'ancien système, on te disait, tu es un électricien, ben tu as le droit qu'à des tournevis. Si tu veux un marteau, ben non, tu es électricien. Donc voilà, si tu as besoin d'un marteau, tu trouves une manière de l'emprunter à un collègue, mais tu ne peux pas l'avoir, d'accord? Donc, de cet ancien système, qu'est-ce qui a été mis en place avec la nouvelle organisation? C'est un budget discrétionnaire pour l'achat d'outils. Qu'est-ce que ça permet d'un point de vue de la relation de la parité relationnelle, selon moi ici, c'est l'idée que l'ouvrier est reconnu comme un professionnel autonome, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de prendre des décisions par rapport à lui-même, hein, et qu'en fait, il n'est pas traité comme quelqu'un qu'on doit dire quoi acheter, qu'on doit lui expliquer comment faire pour faire son travail. Il sait comment faire son travail. Voilà, on peut lui laisser cette idée-là prendre des décisions pour lui-même. Et ici, donc, ça amène aussi, d'un point de vue de l'autorité inclusive, un pouvoir décisionnel réel. C'est-à-dire que les travailleurs ont leur budget individuel, puis ils peuvent prendre des décisions par rapport à eux-mêmes, par rapport aux outils qu'ils trouvent pertinents d'acheter. Et d'un point de vue de l'autorité inclusive, ce qui est intéressant aussi, c'est que en quelque sorte, ça valide le principe d'une forme de décentralisation de l'autorité. Ça veut dire qu'au fond, de par le fait que les travailleurs sont capables de faire ça, puis montrent qu'ils sont capables effectivement d'acheter leurs outils par eux-mêmes, ça valide de plus en plus, à la fois pour eux-mêmes, mais aussi pour le management, le fait qu'il y a plusieurs autres décisions qui pourraient éventuellement leur être distribuées, disons. Puis ici, en fait, un point en termes d'inclusion sociale qui me semble assez intéressant, c'est le fait que les travailleurs et les travailleuses gagnent, en fait, dans ce cas-ci, les ouvriers, les ouvrières, gagnent un accès à des périmètres qui sont des périmètres de rapport maintenant formels qu'ils peuvent avoir et tisser avec d'autres membres de l'entreprise. C'est-à-dire qu'au départ, en tant qu'ouvrier, le seul lien formel qu'ils avaient, par exemple, c'était avec leur directeur ou leur responsable qui leur disait quoi faire. Maintenant,
ils ont la possibilité de développer ces rapports-là avec leurs collègues, en allant par exemple au magasin, puis en pouvant discuter clairement avec le magasinier sur comment acheter les outils, sur quels outils il devrait acheter, etc. Et donc, ça ouvre en fait la sphère des rapports formels que peut développer les personnes en entreprise, ce qui n'est pas simplement des rapports informels, parce que voilà, les ouvriers parlent par exemple avec les gens du magasin, mais ce n'est pas une condition qui était nécessairement formalisée. Alors là, on a des rapports formalisés qui s'ouvrent à l'intérieur de l'entreprise. Vous avez le droit par exemple de parler avec certaines personnes, services des achats et autres. C'est assez intéressant qu'on regarde qu'est-ce que ça amène, ce budget discrétionnaire pour l'achat d'outils. L'anecdote qui est citée ici, c'est en fait, en quelque sorte, ça a amené des gains de productivité. Donc, pour expliquer rapidement, dans l'ancien système, hein, certains des travailleurs n'avaient pas le droit, par exemple, d'acheter des boulonneuses, d'avoir des boulonneuses électriques ou mécaniques, et donc ils devaient avoir que des grosses clés. Et donc, en fait, sur certains outils, disons, dans l'entreprise, certaines machines dans l'entreprise demandaient, par exemple, une semaine de travail à devoir faire avec des grosses clés. Et donc là, ce que nous explique le délégué syndical, c'est que maintenant, à 2 personnes, ils sont capables de le faire en 3 heures avec la boulonneuse. Donc, en fait, ils ont regagné très largement l'investissement qui est fait, en fait, ou la possibilité qui leur est laissée de pouvoir en fait améliorer l'outil autour d'eux, améliorer leur travail, améliorer leur efficacité et tout. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement que dans l'intérêt du patron, hein, ou que dans l'intérêt de l'entreprise, ou dans l'alignement avec les intérêts, par exemple, de l'actionnaire ici. Comme nous explique ce délégué, le point positif pour moi, c'est de pouvoir prendre mon métier en main. C'est quand même assez important. Il dit, je peux améliorer mon outil moi-même. Les moyens qu'on me donne ici avec la nouvelle organisation, tu avances mieux et tu fais mieux ton travail. J'ai occupé 8 postes sur mes 34 ans et j'ai toujours amélioré l'outil de travail, hein, pour être plus rentable, mais aussi pour être plus calme, être moins sous tension. Parce qu'une machine qui va mal, elle te met sous tension et ça ne va pas. Pourquoi? Parce que le risque de panne, ce n'est pas simplement un problème pour le patron qui perd en production, c'est aussi un problème réel pour la personne qui fait de la maintenance et qui doit en fait rapidement réparer une machine qu'il sait, à toutes les fois qu'il passe devant, qu'il sait qu'elle a un potentiel qu'elle brise. Et donc maintenant, ça leur donne la possibilité de pouvoir investir, acheter les bons outils pour améliorer leur travail, être capable de régler les problèmes rapidement et donc en fait aussi calmer des stress ou des enjeux qui leur pèsent au quotidien dans le travail. Donc mieux faire leur travail. Finalement, un dernier point, dernier dispositif qui est celui de pouvoir donc l'idée de pouvoir initier collectivement des groupes de travail ad hoc. Et donc, en fait, maintenant, ils ont la possibilité de pouvoir rejoindre différents groupes de travail sur des questions qui les intéressent. Et donc, le groupe de travail est basé sur, d'un point de vue de la parité relationnelle, est basé sur une égalité des membres du GT. Donc, en fait, quand tu es dans le groupe de travail, même si tu es un directeur de département, dans le groupe de travail, tu es égal à l'ouvrier qui est aussi à l'intérieur du groupe. Et donc, l'ensemble des discussions sont traitées avec une possibilité donc, de prendre des décisions au consentement, ce qui amène en quelque sorte, dans ce dispositif-là, une forme de plus grande d'égalité ou du moins un idéal de non-domination. À l'intérieur de ces groupes de travail, on fait la promotion en quelque sorte de cette égalité. Et ça, c'est assez important pour comprendre aussi l'impact que ça peut avoir sur le reste de l'entreprise. D'un point de vue de l'autorité inclusive, ici, il y a un droit, en fait, de saisir le comité de direction sur des enjeux qui ont de la valeur pour un collectif. Donc, ça veut dire qu'un groupe de travail peut décider de prendre à bout de corps un projet, dire, par exemple, on veut changer les horaires pour avoir un peu plus de flexibilité, pour pouvoir aller porter nos enfants à l'école le matin, on veut pouvoir changer les horaires. Bien, ce projet-là peut être mis en place et les travailleurs ont pu mettre en place un groupe de travail qui leur a permis à la fois de problématiser la question, d'identifier une solution, puis même s'ils n'ont pas le pouvoir de ratifier la décision qu'ils avaient prise, c'est-à-dire de créer un peu plus de flexibilité le matin et le soir pour arriver, de pouvoir quand même arriver à faire l'application à la suite de la solution. D'un point de vue de l'inclusion sociale, on voit ici que l'idée, c'est qu'il y a quand même un appel à candidats qui est ouvert. Donc, en fait, les personnes peuvent candidater pour essayer de rejoindre les groupes. Donc, c'est ouvert à tous et à toutes. Il y a une appropriation collective des problématiques. Ça permet une problématisation qui n'est ni syndicale, c'est-à-dire qui, en fait, ne se limite pas à des enjeux qui pourraient trouver une place que, par exemple, au sein des délégations syndicales, avec tout ce qu'elle a
stratégie qui doit être mise en place dans les revendications, mais ça permet aussi une revendication qui n'est pas nécessairement que patronale, puisqu'elle est mise en place par les travailleurs eux-mêmes, qui ont l'occasion de pouvoir dialoguer, discuter pour construire cette problématisation. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ici, 2 points qui sont assez importants. Puis je termine après là-dessus, puis je vais aller vers la conclusion. Donc, je vois le temps qui avance, donc je suis désolé. Mais un point important, c'est l'idée que dans ce cas de la nouvelle organisation, on voit que parce qu'on est dans un régime dans lequel il y a encore cette subordination légale, l'importance du dirigeant est centrale pour assurer le respect de l'esprit des dispositifs ou des promesses des dispositifs. Ici, c'est un témoignage d'une personne qui travaillait par exemple au marketing, qui nous explique qu'à partir du moment où il y avait un besoin dans de l'entreprise, où tu pouvais avoir les compétences et les appétences pour pouvoir participer à un groupe, on nous laissait y aller. Toutefois, ce qu'il a dit, c'est que son ancien directeur lui disait quand même qu'il n'y avait rien à y faire à l'intérieur de ça. Et donc, cette personne-là, c'est parce qu'elle savait que l'administrateur délégué était garant en fait de cette nouvelle organisation, qu'elle pouvait compter sur le fait que le dispositif allait être mis en place et donc que ce n'est pas des rapports de pouvoir vivant, disons, continuant à vivre à l'intérieur de l'organisation, qu'elle allait avoir une place importante. Donc, ça pourrait être autre chose que le dirigeant de l'entreprise ici, c'est plus pour nous faire disons, réfléchir à la question, mais on voit qu'il y a une importance à devoir assurer le respect de l'esprit des dispositifs. Finalement, le deuxième point, c'est l'idée aussi que malgré les échecs, comme par exemple le projet de transformer les horaires n'a pas été très positif dans la conclusion que ça a amené, le dispositif a quand même permis de fournir des catégories critiques. Et donc, quand on voit par exemple comment des délégués syndicaux critiquent cette entreprise en prenant par exemple la voix d'un cadre qui mime pour essayer d'exprimer un peu son mécontentement. Il dit, voilà, au sein de mon département où je suis responsable, je vois émaner des propositions de personnes qui jusque-là n'exécutaient que ce que je disais, mais maintenant elles proposent et ça me déstabilise. Et donc voilà, cet esprit en fait participatif, il est aussi repris en quelque sorte par les travailleurs qui ont quelque chose à dire et à critiquer pour que soit mis en place ou soit respecté l'esprit en fait des dispositifs, notamment des dispositifs de participation. Voilà. Donc, en conclusion, 3 petits points. Les dispositifs de management participatif offrent des opportunités qui peuvent se convertir en liberté individuelle ou collective sans le développement des compétences nécessaires pour participer. Ça, je pense que certains dispositifs de management participatif peuvent permettre, sont meilleurs pour permettre la création d'une capacité ou une capacité collective des travailleurs à pouvoir s'autogérer dans l'organisation. Mais voilà, c'est pas dans ceux-là que j'ai pu étudier dans cette entreprise. Ça sera pour d'autres cas, donc vous lirez quand j'aurai quelque chose à publier. La subordination est trop fondamentale pour compter que sur le management participatif. Donc, la démocratisation ici dépend beaucoup d'autres facteurs. Mais par contre, on pourrait envisager des revendications transitoires de sortie du capitalisme qui prennent au sérieux le potentiel démocratique du management participatif ou des formes de participation dans l'entreprise. Et là, en fait, on pourrait penser à comment les acteurs sociaux, comme les syndicats, par exemple, pourraient récupérer le potentiel démocratique de ces dispositifs pour essayer de les mettre de l'avant et rendre le travail plus démocratique. Finalement, un dernier point, ici, moi, j'insiste beaucoup pour dire que l'intention managériale derrière les dispositifs, qui soit guidée par un paternalisme bienveillant, une certaine compréhension de l'intérêt mutuel, c'est pas aussi intéressant que les conséquences positives des dispositifs de management participatif sur l'expérience de travail, surtout en termes de réappropriation de sens au travail. Et donc, c'est quand même important de garder un œil puis une recherche empirique, en fait. Pas juste se contenter de grands modèles, mais d'essayer de voir concrètement qu'est-ce que ça change dans le travail puis d'essayer de voir quel positif ça peut apporter aux travailleurs. Je pense que ça, puis aux travailleuses. Donc, je pense que c'est quand même l'idée centrale derrière ce projet-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et on va voir si c'est possible, j'espère, s'il n'y a plus de problème niveau connexion, passer à la 3e présentation, la dernière, celle d'Yvonne Ricker, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de la Ruhr en Allemagne, auteur d'une thèse intitulée « Années d'enfance, la formation d'une identité allemand-juif des citoyens allemands juifs et des immigrés juifs d'Europe, de l'Est en Allemagne de 1871 à 1933 » et d'un travail postdoctoral intitulé « On peut trouver une part de son pays partout, l'immigration italienne en Allemagne ». Sa présentation s'intitule « Le droit de revendiquer les droits ». Yvonne, si vous êtes avec nous, je vous laisse la parole. Alors,
A priori, il y a de nouveau un problème de connexion, alors que ça avait l'air d'être réglé. Si je puis me permettre, je vois que vous êtes dans la liste des utilisateurs, mais vous avez la demande que vous avez faite tout à l'heure pour pouvoir partager votre audio et votre vidéo n'est plus active, donc il faut que vous fassiez à nouveau cette demande pour qu'on puisse vous accepter en tant qu'intervenant. Donc là, tantôt, ça avait l'air de fonctionner. Est-ce que vous pouvez refaire la même opération, qu'on puisse vous voir et vous entendre? S'il y a un problème, éventuellement, vous pouvez nous l'indiquer dans le chat, si vous n'arrivez pas à faire cette demande. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes toujours connecté? Si je regarde la liste des utilisateurs, je vois que vous êtes là, mais... Ah. Voilà. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Je vous entends. Oui. Alors, oui. On vous voit, mais on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous avez des écouteurs? Parce qu'il y a un écho. Je vous écoute. Oui, je ne peux pas. Vous m'écoutez? On vous entend, mais c'est un petit peu saccadé. Aïe, aïe, aïe. Pour éventuellement éviter de perdre trop de temps et en attendant de voir si on peut avoir cette présentation, pour les personnes qui nous suivent, pour les personnes du public, si vous avez des questions, ou même les intervenants entre vous, si vous avez des questions sur les présentations qui ont déjà été faites, n'hésitez pas à les soumettre, donc soit dans la partie Q&A ou à les poser de vive voix. Alors, je vois que Gaëtan Van Lokeren demande à pouvoir intervenir. Est-ce que c'était pour poser une question? Si oui, on peut envisager de faire ça maintenant. D'accord. Est-ce que d'autres personnes du public souhaiteraient poser des questions? En attendant de voir si on va pouvoir avoir droit à la dernière présentation, mais ça me paraît un petit peu compromis. Est-ce que l'un des deux orateurs voulait réagir sur la présentation de l'autre? Ok, donc on peut encore attendre quelques instants pour voir ce qui se passe et si on va pouvoir avoir cette troisième présentation. Voilà. Elliot, tu m'entends? Oui, oui, on vous entend bien. Voilà. Ben oui, j'étais en train de faire autre chose, envoyer à mon email. J'avais une question pour Olivier, et je m'intéresse beaucoup aussi à CoSecra, entre autres. Mais quelle part du travail était consacrée à discuter avec l'équipe de direction? Au travers de ce que j'entends, c'est un peu comme si il y avait deux pôles, quoi, le directeur général et puis les ouvriers. Dans la description de ce que vous faites. Or, il me semble que, et vous décrivez un cas où même la responsable marketing dit qu'elle aimerait bien participer à un groupe et puis son manager lui demande quoi faire. Alors, comment vous envisagez cette relation, parce que c'est essentiel, cette relation entre le management et
et les employés, les ouvriers, donc différents niveaux dans l'organisation. Comment vous envisagez cette relation dans un management participatif? Ou bien est-ce que c'est biaisé d'office et que le management participatif, comme on le voit dans d'autres organisations, finalement se limite à aller chercher des avis, à ce que les gens prennent plus de responsabilités, s'engagent plus, mais finalement n'est pas vraiment l'autorité pour être tout à fait autonome. C'est une question un peu complexe. En fait, elle paraît simple, mais elle est assez complexe. Je pense qu'il y a différents ressorts psychologiques qui jouent, en fait, qui sont pas assez clairement, qui sont pas clairement là. On est dans une entreprise dans laquelle, au fond, on dit aux gens, voilà, vous êtes libres. Et donc là, on va interagir. Mais il y a toujours le petit regard qui est qu'est-ce que le N+2 est en train de penser de la question. On a un cercle sociocratique dans lequel on a une discussion où tout le monde est égaux, mais dans les faits, les gens occupent encore des positions fonctionnelles à l'intérieur de l'entreprise. Donc l'idée, c'est que dans ce type d'organisation, moi j'ai pu observer ça dans d'autres organisations aussi, ce qu'on fait disons qu'on amène comme idée, c'est que parce qu'on déconstruit les relations de déférence envers l'autorité, on aurait déconstruit l'autorité. Mais dans les faits, l'autorité, elle est fonctionnelle, elle est sur un périmètre. Et donc, dans les faits, quand quelqu'un est responsable d'une pompe à un endroit, c'est lui qui est responsable de la pompe. Et quand quelqu'un prend une décision et change quelque chose sur la pompe, ça a un effet sur différentes questions. Donc, ça, pour moi, ça rentre en ligne de compte dans la coordination du travail qui est toujours là. Donc, en fait, même si on change les rapports d'autorité, même si on rend la chose plus participative, l'entreprise est toujours en quelque sorte organisée et fonctionnelle par une coordination. Elle doit opérer. D'accord? Je sais pas en tout cas, ça n'a pas été modifié. Oui, c'est ça. En tout cas, ça n'a pas été modifié. Non, effectivement. Puis, en fait, ça peut être éventuellement modifié. Alors, moi, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Ce qui m'intéressait, c'était de voir, je ne fais pas un jugement large sur le management participatif. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir, par rapport aux dispositifs qui sont mis en place, qu'est-ce qu'on peut y voir, en fait, dans ces dispositifs-là. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines limites par rapport à la façon dont ces dispositifs peuvent être vécus, notamment sur la question du... plus spécifiquement de comment cette liberté, en fait, elle est actée au quotidien, par exemple. Ce que j'explique par rapport à la question de la liberté formelle, liberté réelle, c'est un peu ça, c'est de dire, maintenant, on vous donne la possibilité de participer à plein de réunions, mais on ne vous donne pas nécessairement plus de temps de travail. Donc, vous devez continuer à faire vos tâches formelles, mais vous impliquer en plus de ça dans la coordination. Mais la coordination demande un certain temps. On élimine des niveaux de management, mais on ne redistribue pas du temps de management. Ce qu'on pourrait se dire, éliminons des managers et autogérons-nous. Ça, oui. Puis on pourrait aussi dire, tiens, moi, je délègue le plus possible d'autorité. Donc, je pense que dans certains cas d'entreprises où on voit, il y a les entreprises emblèmes de la libération d'entreprise où, par exemple, il y a une très grande délégation de travail. C'est-à-dire, on délègue de l'autorité pour prendre des décisions. On dit, voilà, vous êtes responsable d'un client, vous prenez les décisions, vous vous rapportez directement. C'est le client qui arbitre. C'est plus le patron, par exemple. Mais par contre, la question, c'est qui vire qui dans l'entreprise? Cette question-là n'a toujours pas été réglée. Le rapport d'autorité reste toujours le même. On dit, ouais, tout le monde fait partie de la grande communauté. Mais vous, si vous êtes un N à l'intérieur de l'entreprise, il y a toujours quelqu'un qui peut vous virer. Puis vous devez toujours réaliser votre travail en pensant au fait que vous devez satisfaire une série d'objectifs que vous ne maîtrisez plus. Et ça, c'est quand même assez important à prendre en compte. Et c'est là que le rapport à l'autorité se joue de manière importante. Moi, ce que je dis au fond, c'est que la bienveillance derrière les dispositifs, il y en a. Moi, je pense que c'est des gens bien intentionnés, la plupart qui décident de se lancer dans des projets, par exemple, de libération d'entreprise ou d'entreprise opale ou quoi que ce soit. C'est des gens qui, en fait, ont des bonnes idées, sont motivés par un imaginaire très fort sur la participation, sur ce que ça peut apporter dans l'entreprise. Donc, ce que je dis, en quelque sorte, c'est que je pense qu'il faut essayer de voir dans ça qu'est-ce qu'on peut y trouver d'intéressant aussi pour les travailleurs et les travailleuses. Parce que ça, cette question-là, elle n'est pas réfléchie forcément. C'est toute une littérature qui est à destination du management. Et donc, pose la question à qui on s'adresse. On dit, voilà, vous devez incarner
hein, cette libération d'entreprise. Vous devez être le leader libérateur, vous devez libérer le peuple, votre propre peuple. Mais à un moment donné, la question, c'est mais comment le peuple se libère de son patron? Parce qu'au fond, le peuple n'a pas besoin d'un leader libérateur. Le peuple a juste besoin de lui-même pour se gérer, quoi. Hein, pour prendre des décisions sur les finalités de l'entreprise. Et ça, ce n'est pas remis en question. Après, je pense qu'on peut réussir à amoindrir mais on n'aurait pas réglé le problème de la subordination. On n'a toujours pas réglé le problème du capitalisme non plus. En tout cas, ça, c'est mon avis sur la question. Je vois qu'il y a une question. Elliot, est-ce que je réponds? Je vois qu'il y a une question dans le chat. Oui, j'allais soit la lire, mais tu peux éventuellement la lire et y répondre si ça te va. Donc voilà, le management participatif implique les travailleurs dans la gestion de l'entreprise, des décisions qui portent sur les moyens, mais ils parviennent-ils aussi à impliquer au minimum, dans le cas de notre gouvernement d'entreprise, des décisions portant sur les fins, ou ce pouvoir reste-t-il au moins des seuls actionnaires des entreprises dites libérées? Moi, je pense que c'est une très bonne question. Je pense que la finalité du travail demeure dans les mains des actionnaires, ne serait-ce qu'au minimum sur certaines décisions. Maintenant, tout dépendant du degré de délégation, il y a des formes de réappropriation des finalités. C'est-à-dire, c'est quoi la finalité de mon propre travail? Ce n'est pas forcément la même chose que la finalité de l'entreprise et du travail au sein de l'entreprise. Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que quand le travailleur décide, par exemple, de pouvoir réaménager son outil et l'améliorer par lui-même pour éviter les pannes, parce que les pannes, c'est un problème pour lui, c'est un problème pour lui. Il y a une réappropriation de la finalité de ce qu'il fait donc, dans l'investissement de son temps au sein de l'entreprise. Maintenant, ça contribue ou ça permet à l'entreprise de continuer d'être performante, de continuer à vendre. Donc, c'est dans les intérêts de l'entreprise, mais est-ce que c'est nécessairement dans une finalité décidée par l'entreprise? Et ça, c'est pas toujours évident, je trouve. Ça, c'est une question que je ne sais pas bien répondre à cette question-là. A priori, je dirais non, mais je pense que tout dépendant de la possibilité d'approfondir ou de la délégation de pouvoir réel qu'il peut y avoir, si le conseil d'administration dit « vous faites ce que vous voulez tant que vous me faites du pognon à la fin ben, », voilà, ça c'est très différent. C'est un rapport qui n'est pas un rapport où l'actionnariat aurait, par exemple, un impact décisif dans l'orientation du travail, par exemple. Mais bon, dans les faits, ça n'arrive pas parce qu'un conseil d'administration doit valider, par exemple, les décisions d'investissement. Si l'entreprise, comme Cosucra, décide, par exemple, de se lancer dans un autre type de production, par exemple, décider de produire un nouvel aliment sur base d'une autre production, donc de faire une autre transformation, mais ils doivent quand même faire valider ces décisions-là par le conseil d'administration. Puis le conseil d'administration, les membres qui sont là, c'est un conseil d'administration qui représente d'abord et avant tout le bien des actionnaires. Il est là pour s'assurer du fait que l'entreprise fonctionne bien, de sa durabilité dans le temps, parce que c'est une entreprise familiale, leur objectif, c'est quand même que ça puisse passer aussi à leur génération future. Et voilà, mais tout ça, ça rentre en ligne de compte, je pense. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions sur l'une ou l'autre des présentations? Et là, je crois qu'on ne va pas pouvoir avoir la troisième présentation parce que je n'arrive plus... Je n'ai plus de nouvelles d'Yvonne Raker, donc je pense qu'on ne va pas pouvoir avoir cette présentation. Mais ce qui nous laisse plus de temps pour de potentielles questions, s'il y en a. Non, j'ai l'impression que les présentations ont été à ce point-là claires qu'il n'y a pas des masses de questions. Alors, je ne sais pas si les orateurs voulaient éventuellement rajouter quelque chose en complément de la présentation qu'ils ont faite. Vous voulez encore réagir, poser une question. Si des personnes du public ont encore une question. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Peut-être je pourrais faire un petit point juste pour ajouter en fait par rapport au narratif que j'ai essayé de produire aussi sur la contribution potentielle du management participatif. Ce que les données n'ont pas de l'analyse de Cosucra, parce que j'ai voulu insister que seulement sur le cas de Cosucra, mais j'ai pu voir ailleurs, dans d'autres cas que j'ai pu étudier, la réflexion peut se poser aussi en termes d'une contribution limitée, c'est-à-dire on peut se dire
voilà, le management participatif ne démocratise pas forcément l'entreprise. Il participe quand même à démocratiser ou à préparer ou à, disons, démocratiser certains éléments relationnels. C'est ce que j'expliquais avec l'analyse plutôt de Frege. Ça contribue à mettre en place une certaine norme démocratique, mais dans les faits, ce n'est pas suffisant. Hein. Donc, il y a d'autres dossiers ou d'autres enjeux qui sont importants, notamment la question du contrôle sur l'entreprise, sur la question, par exemple, de la propriété, parce que là, on est dans une entreprise où, voilà, c'est les actionnaires qui sont propriétaires, mais ça pourrait être les travailleuses qui sont propriétaires au final, quoi, en mode de transition. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans certaines entreprises qui sont des entreprises récupérées, dans des coopératives autogérées, on a aussi des problèmes qui sont des problèmes d'inégalité en termes de compétences politiques, mais de compétences aussi organisationnelles à l'intérieur de l'entreprise qui les amènent en fait à avoir de la difficulté à l'intérieur d'une autogestion, de se sortir de rapports plutôt hiérarchiques où on doit compter sur des managers expérimentés pour en fait guider l'entreprise, même si elle est démocratique. Et donc, ça pose quand même la question de comment peut éventuellement, comment le management participatif peut être utile pour aussi préparer cette transition vers une entreprise autogérée. Hein, de se dire, c'est peut-être une bonne chose de développer en quelque sorte une forme d'autonomie, une forme d'indépendance des travailleurs et des travailleuses par le biais du développement ou d'une plus grande capacité à agir au quotidien, à user des machines, à comprendre son métier, à prendre des décisions, à discuter avec des clients et de se réapproprier en quelque sorte leur entreprise, puis ce que c'est leur travail. Je pense que ça peut être intéressant dans une perspective de transition démocratique, de se dire, voilà ce que ça peut contribuer éventuellement pour les travailleurs. Moi, j'ai vu des méthodes d'organisation du travail, par exemple, des méthodes plutôt agiles, où des collectifs de travailleurs développent une forme d'autonomie à gérer, à garder des rapports avec des clients, par exemple. Et donc, on se dit, mais voilà, quand on ne prend plus les ordres véritablement des patrons, que ça devient, le rapport se fait directement avec les clients, que les décisions même sur qu'est-ce qu'on doit faire comme travail sont prises par des équipes autonomes, on se rapproche de quelque chose d'assez intéressant pour un futur ou des futures entreprises autogérées. Donc, je pense qu'on doit prendre ça en compte ou réfléchir sur ces questions-là. Voilà, c'est ça. Petite réflexion que je voulais ajouter. Oui, et je rebondis sur ce que tu dis, Olivier. Hein. Je pense que, en fait, dans ces organisations qu'on appelle par ailleurs organisations ad hoc, en fait, quand on permet aux gens qui en ont la responsabilité d'avoir l'autonomie et la responsabilité de leurs bénéficiaires, donc de leurs clients dans une entreprise, ça fonctionne très bien parce que le client est le seul qui a une vraie gratitude vis-à-vis du travailleur. Contrairement à la reconnaissance, on parle de la reconnaissance managériale, reconnaissez le travail de vos collaborateurs, c'est toujours un petit peu dans une entreprise quelque chose qui est caduque, parce que c'est un peu comme l'image qu'on recevait à l'école primaire quand on avait bien travaillé, quoi. Alors finalement, on travaillait pour recevoir l'image plus que pour apprendre. Hein. Quand on a appris tout ça de notre école. On apprend pour recevoir des points plus que pour apprendre. Donc, et on vient avec ça dans l'entreprise. Tandis que le client qui, lui, ou le bénéficiaire pour une SBL, qui, lui, en soi, a vraiment besoin du service ou du produit, ou souhaite vraiment le service ou le produit que lui rend l'organisation, a vraiment une gratitude vis-à-vis du travailleur qui lui fournit, pour autant qu'on laisse à ce travailleur l'autonomie de pouvoir le faire. Il doit évidemment chaque fois retourner à son supérieur pour demander s'il peut faire une remise, ou s'il peut faire ceci, ou s'il peut faire cela, ça ne fonctionne pas. Et en fait, il faut remplacer dans ce contexte, il ne faut pas perdre les managers, il faut les remplacer, il faut remplacer le contrôle par le fait que les managers sont maintenant des constructeurs, ou devraient être, des constructeurs de l'autonomie. On parle toujours de faire confiance aux gens. En fait, moi, je dis aux managers, votre travail, c'est de donner confiance à vos collaborateurs. Donner confiance pour qu'ils soient de plus en plus autonomes et qu'ils n'aient pas besoin de vous. Et ça permet de faire un autre job, ça permet de faire de la cohérence des équipes, ça permet de faire de la formation, parce qu'on peut toujours apprendre, ça permet de s'occuper du futur et de la veille stratégique ou de l'innovation au sens large du terme. Donc c'est ça que j'appelle la répartition des tâches,
qui va, et le management participatif, moi je crois beaucoup, hein, puisque j'ai joué dans des équipes de rugby, et le rugby c'est un sport extrêmement collectif. L'idée c'est de le faire et de le donner aux gens sur des territoires où ils ont la responsabilité totale de leurs résultats. Parfait, merci beaucoup. Julien, je ne sais pas si tu as eu des nouvelles de la troisième oratrice. Non, du tout. Mais Ok, par contre, je bon. suis disposé à poser une question à mon tour et sortir de mon rôle de modérateur technique si on a Parfait. le temps. Mais parce que je suis assez mal à l'aise en fait avec la dernière intervention et puis avec un peu l'ensemble de l'intervention, la première intervention, parce que je trouve que c'est assez problématique de parler d'entreprise sans du tout parler de droit du travail. Et sans être marxiste, on peut néanmoins reconnaître le fait que, alors que le droit du travail, le droit en général, est quand même l'institution bourgeoise par excellence, le droit du travail reconnaît fondamentalement, et c'est une de ses spécificités par rapport aux autres droits, l'asymétrie qui existe entre les travailleurs et l'employeur. Et on n'a pas du tout parlé de cette asymétrie dans la première intervention. Olivier le faisait un peu, mais quand même, depuis c'est l'histoire même du salariat, et même le pacte social d'après-guerre disait que les travailleurs devaient respecter l'autorité de l'employeur. Donc cette question de l'autorité qui est incarnée par l'employeur, et où là il est juste attendu des employeurs qui respectent la dignité des travailleurs, pour reprendre les expressions du pacte social belge, cette question-là, elle n'est absolument pas mise en question. Et quand on est dans un colloque qui a pour intitulé démocratie, ça me semble assez, comment dire, assez incomplet de pas du tout aborder cette question de la symétrie fondamentale entre ceux qui apportent, qui passent leur temps et qui risquent leur santé au travail, et ceux qui apportent de l'argent et souvent une part de leur économie dont ils n'ont pas nécessairement besoin pour manger le soir même. Et donc, moi, ça me semble vraiment quand même assez compliqué de parler de travail sans regarder ce contexte qui est celui du salariat, et donc sans penser aussi la question des institutions qui vont être capables soit de gérer ces inégalités, c'est ce que tout le modèle fordiste a fait, et tout ce que les organisations syndicales aujourd'hui continuent et contribuent à faire en siégeant dans les instances de représentation du personnel au CE ou au CPPT, c'est-à-dire on va gérer ces problèmes d'inégalité. Mais quand on est sur un modèle où on parle du modèle de la meute, ou on a des références au règne animal et à des espaces dans lesquels les institutions politiques sont pour le moins faibles, je ne vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir équiper les personnes, pour reprendre des expressions qui ont été utilisées par Olivier après, pour justement essayer de rendre ces asymétries un peu moins violentes, ou pour contribuer à faire advenir une forme d'égalité. Et donc, dans toute la première partie de la présentation, il y a quelque chose qui me mettait très mal à l'aise entre une théorie générale de l'entreprise qui confondait ce qu'est une entreprise et ce qu'elle devrait être, entre une description et une prescription. Et je trouvais ça assez problématique, pour le dire posément. Et je trouve que le dernier exemple qui vient d'être utilisé, où on voit comment en fait l'autorité de l'employeur est remplacée par l'autorité du client. Donc l'autorité du client, c'est aussi celui à qui on dit souvent que le client est roi. Et donc quand on est dans une monarchie absolue de droit divin avec un client qui est roi, j'ai pas l'impression qu'on soit dans une forme de management qui soit beaucoup plus démocratique que lorsque c'est un manager qui exprime ou qui communique les ordres aux salariés ou à ses subordonnés. Bien, je comprends votre perception, et je remercie de l'amabilité. Je sens quand même qu'il y a une volonté de dire, je vous sens un peu choqué, et je peux le comprendre par ailleurs. C'est justement un peu pour combattre les effets des entreprises libérées et de tout le paradoxe, chose que j'ai discutée d'ailleurs longuement avec Danielle Linard, parce que dans son livre, elle décrit effectivement toutes ces évolutions des entreprises comme étant toujours le même rapport au pouvoir. C'est-à-dire que finalement, on a démocratisé notamment les entreprises libérées, et Thibaut Brière est un bel exemple, pour venir
mettre encore plus d'emprise. Et on a supprimé le collectif dans les entreprises et dans tout le travail. C'est ça qui est la tendance qui, moi, me contrarie beaucoup. C'est qu'on supprime le collectif par de l'individuel et qui va se découvrir dans le développement personnel. Et puis derrière, surtout, la quantité de maladies psychosociales qui est en explosion. Donc, moi, je n'ignore pas tout ça, je dis simplement, il faut revenir à l'essentiel de ce que c'est une entreprise. Et quand vous démarrez une entreprise, si vous êtes fondateur d'une entreprise, vous faites quoi? Ben vous la faites parce que vous croyez qu'il y a un produit et un service qui va satisfaire des clients. Ça, c'est la raison d'être. Ce n'est pas pour faire de l'argent, l'entreprise au départ. Le fondateur, il ne fait pas ça pour faire de l'argent. Il sait qu'en le faisant, il en fera. Mais fondamentalement, c'est parce qu'il croit qu'il a un produit ou un service qui répond à un besoin. Sinon, il va faire autre chose, il va mettre son argent ailleurs. Et c'est au départ de ça. Et d'ailleurs, la première chose qu'il fait, c'est construire une équipe pour faire ça. Et il travaille en équipe. Il ne construit pas d'abord une hiérarchie. Il ne construit pas d'abord des valeurs. Il travaille. Il se répartit. Il est ou tout seul, ou à 2 ou à 3, et il commence. Et c'est en grandissant que finalement, on se réorganise de manière fonctionnelle en respectant justement toutes les règles du taylorisme. Et moi, je ne dis pas le fait qu'il faut avoir des organisations syndicales et des défenses des travailleurs. Je suis pas, ça n'est pas la suppression de tout ça. C'est tout à fait superposable à l'équipe. Par contre, sur les répartitions des tâches et des responsabilités, oui, je pense qu'il n'est pas nécessaire de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. Julien, est-ce que tu souhaites réagir? Je voudrais juste dire qu'il existe des besoins auxquels les entreprises ne répondent pas parce qu'ils ne sont pas solvables. Et donc, dire que les entreprises répondent à des besoins sans se soucier de savoir si elles font de l'argent ou pas, c'est juste faux, en fait. Voilà. Alors, initialement, c'est pour ça qu'on crée une entreprise. Ça se discute, je pense. Oui, je pense que là-dessus, il peut y avoir une discussion, parce que si on s'intéresse fondamentalement à des... Non, mais je veux dire, on peut s'intéresser à des expériences différentes de personnes qui ont lancé des entreprises. Je pense que là, on spécule sur ce qui amène quelqu'un à lancer une entreprise. C'est une rationalité spécifique à certains. Donc, il y a différentes personnes qui lancent des entreprises pour différentes choses. Puis en plus, il y a des changements. Il y a des changements aussi. On pourrait dire certaines entreprises avec le marketing créent du besoin pour vendre leurs produits. Donc la question dans quelle mesure on répond à un besoin, voilà, ça c'est une question, je trouve, qui est un peu complexe à traiter aussi facilement. En tout cas, je pense qu'il faut prendre en compte qu'il y a une certaine pluralité, je pense, sur cet enjeu-là, puis qu'on ne sera pas réglé. Mais une entreprise qui n'a pas de client, elle n'a pas de raison d'être. Ah, mais ça, c'est autre chose. Avoir des clients pour un produit, c'est pas la même chose qu'avoir une raison de lancement de l'entreprise. Je pense que ça fait partie de l'enjeu. Il peut y avoir une discussion sur ça, mais je crois que ce qu'il faut faire attention, je pense que c'est un peu ça. J'ai l'impression que le modèle prend pour acquis une espèce de mythe fondateur, qui est l'idée qu'en gros, on a un fondateur qui lance une entreprise. Mais dans les faits, beaucoup d'entreprises existent. Je veux dire, elles existent dans un milieu social où il y a des besoins qui existent, où les entreprises existent depuis un certain temps, mais changent de produits et tout. Donc, l'entreprise que je présente, Cosucra, c'est une entreprise qui existe depuis 1850. Le mythe du fondateur n'existe pas. Cette notion-là, elle n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il faut faire attention dans la façon, le sens qu'on va donner après en faisant des modèles sur base de ces mythes fondateurs. C'est un peu comme quand voilà, ben, c'est un peu, il y a les discussions équivalentes sur, par exemple, les mythes fondateurs de l'État. Qu'est-ce qui amène la société à faire, voilà, l'idée que, par exemple, les personnes sont bonnes, mais c'est la société qui les corrompt, puis que l'état de nature, c'était des fictions qui nous servent à dire quelque chose, puis à faire des propositions. Mais il ne faut pas les confondre pour ce qui est la réalité historique ou l'expérience historique des cas plus particuliers. Mais voilà, je pense que c'était peut-être ça le point qui était fait là-dessus. Mais ça pose la question sur la réflexion. Après, c'est vrai, je pense qu'il y a quand même un enjeu assez important, puis c'est de dire la question de la coordination. Je pense qu'il faut en parler comme ça. Je pense que le management participatif s'intéresse davantage à la coordination du travail.
il y a quelque chose à réfléchir sur qu'est-ce que ça joue, qu'est-ce que ça fait en termes de coordination du travail. Mais ça, il faut être capable de le prendre aussi en tenant compte des impacts que ça peut avoir sur, par exemple, la sécurisation du parcours des personnes. Comme j'expliquais tout à l'heure, quand on est dans une réunion entre égaux, où on prend des décisions, mais que le N+2 puis le N+1 est assis autour de la table, ma capacité à contester ouvertement les normes, par exemple, de la discussion qui est en train d'avoir lieu dans un espace délibératif où on est censé être égaux, voilà, et pas aussi facile que ça. Ça reste, certaines personnes ont le droit de te virer, quoi. Ça, je pense que c'est quand même central dans ces dispositifs-là. Puis on le perd de vue parce que les gens sont très enthousiastes par rapport à des projets. Ils disent, oui, on va faire des projets, tout le monde va être égaux, puis on va mettre tout le monde en cercle, puis etc. Puis ils perdent de vue le fait qu'il y a des enjeux assez importants, comme Julien vient de le souligner, en termes de sécurisation de parcours, d'expérience du travail, qui est pas si évidente. Les gens ont envie de s'exprimer à l'intérieur de l'entreprise, mais en même temps, ils ont différentes raisons pour lesquelles ils sont là. Ils ne sont pas que là pour faire du pognon, ils sont là pour s'impliquer, mais en même temps, ils sont là pour... voilà, tout ça, c'est à prendre en compte, je pense, à l'intérieur de cette modélisation-là qu'on peut avoir pour essayer de faire quelque chose qui n'est pas trop, comment je pourrais dire, abstrait, en fait, hein, qui est abstrait d'une réalité de vécu au travail, quoi. Je pense que c'est peut-être... je ne sais pas si, Julien, je dis quelque chose qui va dans le sens de ce que tu voulais dire, mais... Ouais. C'est comme ça que j'interviendrai dans la discussion. Est-ce que ça suscite encore des réactions, des questions de la part des orateurs, de la part du public? Si oui, n'hésitez pas. Sinon, on arrive tout doucement à la fin du temps imparti. Donc, voilà, malgré l'absence d'une présentation, on voit qu'on a réussi à discuter par pratiquement tout le temps qui était imparti. Donc, voilà, ce n'était pas du temps perdu. Voilà, si personne d'autre ne souhaite réagir ou poser une question, je propose qu'on s'arrête ici. Donc, simplement remercier à la fois les orateurs pour leur présentation, Olivier pour avoir joué le rôle, Julien pour avoir joué le rôle de modérateur et m'avoir aidé dans la tâche, notamment pour connecter les personnes. Et voilà, merci aux personnes qui ont assisté et qui ont posé leurs questions lors de cette séance. Voilà, donc c'est ici que cette séance s'achève et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je me permets de faire de la pub pour une séance ultérieure qui aura lieu sur la mise en œuvre du bicamérisme économique vers 19h30, si mes souvenirs sont bons tout à l'heure, dans laquelle cette discussion va se poursuivre sur base d'un modèle particulier, mais aussi sur base des suites de la crise sanitaire et de la façon dont les enjeux de santé et sécurité au travail sont une voie d'accès à ces questions de démocratisation du travail dans le cadre spécifique du droit social belge. Voilà. Très bien. Et bon après-midi à tous. Merci à tout le monde, merci Emmanuel, merci. Au revoir, à bientôt.